Bonjour et bienvenue dans ce module sur la crypto-monnaie. Tout d'abord, je vous recommande ce livre de Jonathan Hobbs. Il s'appelle le Crypto Portfolio. Pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la crypto-monnaie, ce que fait ce livre, c'est de fournir un aperçu des termes courants. Vous savez ce qu'est la crypto-monnaie d'un point de vue introductif. Donc, si vous lisez ce livre, il vous donnera une assez bonne compréhension de la crypto-monnaie en langage simple. Donc, si vous êtes débutant en crypto-monnaie, je vous recommande ce livre. Il est disponible sur Amazon et vous pouvez également obtenir la version numérique sur Kindle. Pour commencer, je veux juste poser les bases de ce qu'est la technologie blockchain, car c'est la technologie sur laquelle repose la crypto-monnaie. Et vous découvrirez que la technologie blockchain est plus vaste que la crypto-monnaie. Donc, bien que la crypto-monnaie soit l'application financière de la technologie blockchain, la technologie elle-même peut être utilisée pour bien plus. Il est donc important de passer du général au spécifique. Comprenons d'abord le monde plus vaste de la technologie blockchain avant de nous pencher sur les spécificités de la crypto-monnaie qui n'est qu'une seule application de la technologie blockchain. Donc, voici comment fonctionne la technologie blockchain. C'est une manière de transférer, rassembler ou générer des informations dans un format qui ne peut pas être modifié et qui est complètement décentralisé. Ainsi, elle n'est pas contrôlée par une autorité centralisée ou une autorité centralisée de sorte qu'elle n'est pas sujette à des altérations malveillantes ou peut être indépendante. Altération ou modification. Permettez-moi donc de dire que ce graphique, je pense, le décompose en termes très simples. La première étape est qu'une transaction est générée ou demandée. Dans le cas de la crypto-monnaie, c'est quelqu'un qui veut transférer de la valeur d'une partie à une autre. Donc, une transaction est demandée, mais s'il s'agit d'un document, on pourrait dire, et une information est générée. Ce qui se passe maintenant, c'est que différentes pièces d'information dans le monde entier sont regroupées en blocs. C'est essentiellement pour rendre le système efficace. Donc, au lieu que chaque information soit validée indépendamment ou individuellement, des lots d'informations, les informations sont regroupées dans ce qu'on appelle des blocs. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ces informations sont regroupées? C'est que l'information est ensuite envoyée à chaque nœud du réseau. Maintenant, que sont les nœuds? Les nœuds sont simplement des ordinateurs dans le monde entier qui ont été configurés pour valider les différentes transactions envoyées dans le réseau mondial. Donc, par exemple, je peux avoir un ordinateur exécutant un logiciel particulier qui a été conçu et configuré pour interpréter les informations diffusées, pour valider les informations qui ont été diffusées et pour envoyer mes résultats indiquant que ces informations sont authentiques au réseau. C'est pourquoi c'est décentralisé parce que n'importe qui peut installer le logiciel sur son ordinateur n'importe où dans le monde. Et vous pouvez avoir autant d'ordinateurs ou autant de nœuds que vous le souhaitez. C'est pourquoi on les appelle des nœuds, parce qu'ils sont des points où le logiciel est en cours d'exécution. Donc, ce qui se passe, c'est que les ordinateurs du monde entier qui exécutent, vous savez, ce logiciel particulier qui arrive configuré pour ce type d'information. Ils reçoivent cette information une fois qu'elle est diffusée par la personne qui l'a émise, puis ils commencent à exécuter le logiciel pour, vous savez, essayer de l'interpréter et essayer de valider que cette information est authentique. Donc, dans le cas des crypto-monnaies, je veux peut-être envoyer du Bitcoin à quelqu'un, j'envoie ma demande. C'est regrouper les différents, vous savez. Les informations qui ont été envoyées seront regroupées en blocs, puis les blocs sont ensuite envoyés aux différents ordinateurs qui exécutent le logiciel. Maintenant, ce qui se passe après, c'est que les nœuds exécutent le logiciel et valident la transaction. Donc, rappelez-vous, ces transactions sont cryptées. Donc, vous savez, dans le cas des crypto-monnaies, c'est pourquoi on les appelle crypto-monnaies, parce qu'elles sont en fait cryptées. Et vous devez exécuter un logiciel cryptographique pour pouvoir décoder que cette information est valide. Donc, les nœuds exécutent ce logiciel. Si l'information dans l'information correspond en fonction des termes spécifiques, vous savez. Et des termes de référence pour ce type de transaction, une fois qu'elle correspond, il la valide alors.
Oui, c'est une transaction de crypto-monnaie valide ou c'est une information valide. Et puis ils diffusent cela au réseau. Pour faire ce travail, ils reçoivent une petite récompense. Donc, dans le cas des crypto-monnaies, les nœuds qui valident les transactions reçoivent un peu de crypto-monnaie pour être les premiers à valider cette transaction. C'est donc une course contre la montre. Les nœuds qui parviennent à valider en premier reçoivent la récompense. C'est pourquoi, vous savez, le minage est, dans une certaine mesure, une grande entreprise dans le monde entier. Les gens ont tendance à ajouter plus d'ordinateurs à leur réseau pour pouvoir, vous savez, être les premiers à valider la transaction. Donc, une fois qu'il valide, ce bloc est considéré comme authentique et est ensuite ajouté à la blockchain existante et il y reste pour toujours. Après cela, vous ne pouvez plus le modifier car, souvenez-vous, d'autres blocs sont ajoutés après celui-là. Vous savez, il est donc très difficile de revenir en arrière, vous savez, pour modifier. Une fois que vous essayez de modifier un bloc existant, cela a alors un effet de débordement sur le bloc avant et le bloc après. Il est donc extrêmement difficile, vous savez, d'essayer de modifier la blockchain existante. Vous pouvez donc voir que la Bugatti blockchain a diverses applications. Ce n'est pas seulement pour la crypto-monnaie, vous savez, qui est une forme de transaction financière, elle peut être utilisée pour la tenue de registres. Donc, par exemple, vous essayez de conserver un enregistrement des informations de recensement, vous essayez de conserver un enregistrement, vous savez, des informations d'identification, disons, des informations de passeport ou de permis de conduire, des informations que vous ne voulez pas voir modifiées, essentiellement. Vous essayez de suivre les contrats. Une fois que les contrats ont été signés, vous voulez pouvoir, vous savez, les ajouter à une blockchain numérique de manière à ce qu'ils ne puissent pas être modifiés. Ainsi, la technologie blockchain a de nombreuses applications au-delà de la crypto-monnaie spéculative. Elle peut être utilisée dans des situations réelles et pour des applications commerciales concrètes. Maintenant que nous avons compris le général, passons au spécifique qui est la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? C'est essentiellement un instrument financier qui a été créé par des individus indépendants. Donc, c'est complètement décentralisé. Elle n'est pas émise par une autorité centrale comme la Banque centrale du Nigeria. Mais en tant qu'individu, je peux décider, oh, je veux créer une crypto-monnaie pour les passionnés de jeux ou je veux créer une crypto-monnaie pour ceux qui aiment la mode. Et nous construisons notre propre réseau, nous émettons nos propres jetons. Et tant que nous pouvons convaincre suffisamment de personnes d'adhérer à l'idée, elle a de la valeur. Donc, tant que vous pouvez obtenir, disons, 100 000 personnes qui aiment, vous savez, la crypto-monnaie que vous avez émise et sont prêtes à l'acheter et à la vendre, elle crée de la valeur. C'est pourquoi elle est décentralisée, car elle met le pouvoir entre les mains des individus, contrairement à une autorité centrale d'émission. Donc, c'est complètement décentralisé. Et comme je l'ai dit, quand nous parlons de la technologie blockchain, n'importe qui peut décider de faire fonctionner le logiciel sur son ordinateur et ils créeront un nœud pour ce jeton particulier qui a été émis. C'est aussi anonyme. Donc, même si vous savez, en ce moment, les échanges de crypto-monnaies dans le monde entier commencent à instituer des règles de connaissance du client, c'est-à-dire KYC, beaucoup d'échanges de crypto-monnaies restent largement anonymes. C'est aussi sans frontières, donc au Nigeria. Je peux échanger des crypto-monnaies avec quelqu'un en Corée du Sud. Je peux échanger avec quelqu'un au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc, c'est sans frontières. C'est l'un des rares types d'instruments financiers où personne ne vérifie si votre passeport est vert, où personne, vous savez, ne s'inquiète de la réputation des Nigérians. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de Nigérians l'ont adopté, parce que personne ne vous juge pour être Nigérian, vous savez, contrairement au système bancaire traditionnel et au système traditionnel de gestion d'actifs mondiaux. Donc, c'est complètement sans frontières. C'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, alors que les marchés boursiers fonctionnent peut-être de 9 heures à 16 heures chaque jour et ne sont pas ouverts le samedi et le dimanche, les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez littéralement échanger et gagner de l'argent à tout moment de la journée et n'importe quel jour de la semaine. Les crypto-monnaies, ils peuvent être échangés. Donc, les gens
aiment les crypto-monnaies parce qu'en plus de servir de réserve de valeur ou de donner aux jetons un certain niveau de valeur, vous pouvez également les échanger. Une fois qu'un jeton a été massivement adopté par des centaines de milliers de personnes, vous pouvez ensuite l'échanger sur des plateformes. Vous savez, c'est ça, je pense. Pourquoi les gens aiment le concept des crypto-monnaies? C'est que vous n'êtes pas coincé avec pour toujours. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez le vendre, si vous voulez l'échanger, il y a cette flexibilité de pouvoir l'échanger sur des plateformes dans le monde entier. Maintenant, il existe différents types de crypto-monnaies. Bien sûr, le Bitcoin a été le premier largement adopté, donc il est considéré comme la référence en matière de crypto-monnaie. Mais vous avez aussi des altcoins. Donc, les altcoins sont traditionnellement des pièces qui sont venues après le Bitcoin. Donc, vous entendez parler de pièces comme l'Ethereum, vous entendez parler de pièces comme le Neo, vous entendez parler de pièces comme le Verge ou le Ripple. Donc, ce sont des pièces qui sont venues après le Bitcoin. Et vous remarquerez que chaque type de pièce ou chaque type de jeton, parfois les jetons et les pièces sont utilisés de manière interchangeable. Oui, a généralement une fonction. Donc le Bitcoin est largement positionné comme un instrument financier. L'Ethereum, en revanche, est largement positionné comme une technologie blockchain qui facilite les contrats. Et puis, les pièces sont émises. La pièce Ethereum a été émise pour récompenser ceux qui valident ces contrats à travers le monde. Donc, souvent, vous constaterez que la crypto-monnaie a commencé comme une technologie, puis les pièces ont été émises pour récompenser les nœuds et les réseaux qui valident la transaction. Donc, c'est généralement une progression. Les jetons, comme je l'ai mentionné, sont émis par les entreprises technologiques sous-jacentes qui essaient de promouvoir une technologie blockchain particulière. Donc, comme je l'ai dit, dans le cas de l'Ethereum, c'est un type de technologie qui valide les contrats. Mais ensuite, le jeton ou la pièce Ethereum a été émis pour récompenser les mineurs. Parce que pourquoi les gens utiliseraient-ils leur électricité, leur temps? Utiliser leurs ordinateurs pour exécuter le logiciel qui valide vos transactions s'ils ne sont pas payés, vous savez, pour tout ce travail et cet effort. Donc, souvent, les technologies émettent, ou plutôt, les technologies émettent ces jetons ou pièces pour récompenser les nœuds ou les mineurs qui valident ces transactions. Donc, c'est vraiment l'univers des crypto-monnaies et il y a de nouveaux types de, vous savez, instruments financiers et technologies dont je parlerai un peu plus tard. D'accord. Maintenant, voici quelques terminologies pour les crypto-monnaies que vous entendrez encore et encore. Votre portefeuille est votre compte, donc similaire à un compte bancaire. Votre portefeuille est l'endroit où vous stockez des crypto-monnaies. Une bourse est l'endroit où vous échangez. Donc, j'ai beaucoup parlé des bourses. Une bourse est simplement cela, une bourse. C'est là où vous allez pour acheter et c'est là où vous allez pour vendre. Le minage est un processus de validation des transactions. Donc, souvenez-vous, j'ai continué à parler des nœuds. Vous savez, c'est presque synonyme de minage. Donc, le minage est un processus de validation des transactions. C'est aussi le processus d'émission de nouvelles pièces. Donc, excusez-moi si j'ai créé un jeton. Lorsque les nœuds commencent à adopter le logiciel qui sous-tend ce jeton, ils ont également le pouvoir de miner ou d'émettre de nouveaux jetons. Donc le minage englobe ce processus. La capacité d'émettre de nouveaux jetons basés sur le logiciel qui sous-tend ce jeton ou cette pièce particulière. Et ils ont également le pouvoir de valider les transactions. L'idée de transaction est un moyen de vérifier les transactions. Donc, chaque fois que vous échangez une crypto-monnaie ou que vous achetez et vendez, généralement, un ID de transaction sera émis. Donc, similaire à, vous savez, un virement bancaire. Lorsque vous effectuez un virement bancaire, c'est ça. Au Nigeria, il y a un numéro de 30 chiffres. Un numéro de 30 chiffres qui est créé, que vous pouvez utiliser pour vérifier si cette transaction a réussi ou non, et il se trouve généralement sur vos reçus de transaction. Donc, de la même manière avec la crypto-monnaie, il y a un ID de transaction qui, lorsque vous cliquez dessus, vous permet de vérifier que cette transaction a bien été effectuée.
De cette façon, les gens peuvent dire, oh, je t'ai envoyé de la crypto-monnaie et vous savez, vous ne l'avez pas reçu ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est une façon de vérifier cela. Les ICO, les offres initiales de pièces, sont comme les introductions en bourse du marché boursier. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, une technologie est créée pour faciliter des types spécifiques de transactions. Et les individus derrière cette technologie émettent des jetons pour financer le développement de ce produit et cela s'appelle une offre initiale de pièces. Et ce qu'ils vous donnent, vous savez, pendant ce processus, c'est un jeton. Finalement, ce jeton sera échangé sur une plateforme. À ce moment-là, vous savez, la technologie changera. Certaines personnes l'appelleront une pièce, d'autres l'appelleront un jeton. Parce qu'à ce moment-là, une fois qu'il arrive sur une plateforme et que vous pouvez l'échanger contre une valeur réelle, à ce moment-là, beaucoup de gens commenceront à l'appeler une pièce. Donc certains de ces termes sont interchangeables. Un fork est une version améliorée d'une crypto-monnaie. Donc parfois, certains groupes améliorent le logiciel, vous savez, ou améliorent la fonction cryptographique qui fait fonctionner une crypto-monnaie particulière. Et puis une nouvelle version émerge qui est appelée un fork. Souvent, lorsqu'une nouvelle version émerge, les individus détenant la pièce existante recevront un montant équivalent de la nouvelle version. Chaque fois que vous entendez parler d'un fork, n'ayez pas peur, parce qu'habituellement, avec la nouvelle version, vous obtenez un nombre équivalent de la nouvelle version. Donc, parfois, vous pouvez trouver 2, 3 versions fonctionnant en même temps. Donc, vous entendez parler de Bitcoin, Bitcoin Black, Bitcoin Gold. Ce sont juste des versions améliorées d'une crypto-monnaie existante. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment la version la plus populaire qui devient la plus dominante et celle qui a l'adoption la plus large. Un échange décentralisé, il joue exactement le même rôle qu'un échange, mais il est complètement anonyme. C'est donc presque comme une version peer-to-peer d'un échange. Vous n'êtes pas obligé de fournir de documentation KYC. L'échange est juste un intermédiaire et met en relation ceux qui veulent acheter avec ceux qui veulent vendre. Donc, les échanges décentralisés ont émergé parce que les gens ont un peu peur des échanges existants. Que font-ils avec toutes les données qu'ils collectent s'il y a un piratage ou si quelque chose arrive à l'échange, toutes leurs crypto-monnaies disparaîtront. C'est pourquoi les échanges décentralisés sont devenus populaires, car ils sont simplement des intermédiaires. Ils ne détiennent pas votre crypto-monnaie. Ils ne stockent pas vos informations. Une fois que cette transaction intermédiaire est terminée, vous pouvez vous désengager. La DeFi est un domaine en plein essor. Dans la crypto-monnaie, on l'appelle finance décentralisée. Et c'est essentiellement avoir des versions cryptographiques des instruments financiers populaires, donc les prêts d'assurance. Vous pouvez obtenir un prêt, mais au lieu de recevoir de la monnaie fiduciaire, disons des dollars, vous recevez de la crypto-monnaie et ensuite cette crypto-monnaie, vous pouvez toujours aller la vendre pour de la monnaie fiduciaire. Donc, la finance décentralisée est un moyen d'utiliser la crypto-monnaie pour remplacer les instruments financiers traditionnels. Et je pense que les produits de prêt sont parmi les transactions DeFi les plus populaires dans le monde entier. Parce que, bien sûr, en utilisant la technologie blockchain, votre contrat de prêt ne peut pas être modifié. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de fusionner l'aspect financier de la crypto-monnaie avec l'aspect de validation de la crypto-monnaie. Donc, si un produit de prêt vous est accordé, le contrat ne peut pas, vous savez, ne peut pas être modifié. Il est hermétique et comme il n'y a pas de monnaie fiduciaire impliquée, vous n'avez pas besoin de passer par le processus réglementaire habituel. Je vous prête de la crypto-monnaie et ensuite vous remboursez, vous savez, en utilisant également de la crypto-monnaie. D'accord? Les NFT. Eux sont un autre nouveau domaine dans le monde de la crypto-monnaie. Les tokens non fongibles, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est populaire dans le monde de l'art. Donc vous constatez que beaucoup d'artistes qui développent des mèmes et n'ont pas de moyens de
les exploiter ou n'ont pas de moyens de les monétiser se tournent vers un échange décentralisé et ensuite émettent des tokens non fongibles pour pouvoir monétiser ce qu'ils ont créé. C'est un très domaine intéressant parce que pour les mêmes, une fois qu'ils sont déjà en ligne, vous savez, tout le monde peut les utiliser, tout le monde peut les pirater. Donc, vous savez, on se demande un peu sur la valeur, vous savez, à la fin de la journée, si c'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Mais ce que le monde de l'art a commencé à faire, c'est que pour, vous savez, certaines œuvres d'art inestimables, qui autrement seraient simplement accrochées chez vous ou dans un musée, ce que certains propriétaires d'art ont fait, c'est d'émettre des jetons. Donc, si j'ai une œuvre d'art qui vaut, disons, 1 million de dollars, qui est juste, vous savez, vraiment simplement accrochée chez moi, oui, elle peut prendre de la valeur, mais peut-être que je veux encaisser cette valeur maintenant. Ce que je ferai, c'est émettre, disons, 10 jetons, vous savez, basés sur cette œuvre d'art. Les jetons ne peuvent pas être augmentés, donc contrairement à la crypto-monnaie traditionnelle où les mineurs peuvent parfois émettre de nouveaux jetons. Avec les NFT, le nombre de jetons est fixé. Donc si j'en émets 10 et que les gens décident de payer, disons, 2 millions de dollars chacun pour posséder une part de cette œuvre d'art. Vous savez, à la fin de la journée, je peux lever, disons, 20 millions au lieu de lever 10 millions, qui est la valeur de cette œuvre d'art. Je mets dans ma poche mes 10, vous savez, 20 millions, créer un contrat et dans plusieurs contrats qui ne peuvent jamais être modifiés, de sorte que chaque personne possède une part de cette œuvre d'art. Je peux le mettre dans mon testament, vous savez, et s'ils veulent continuer à échanger cette œuvre d'art et que la peinture continue d'augmenter en valeur, vous savez, sans avoir à passer par une maison de vente aux enchères traditionnelles ou un courtier traditionnel. Donc, il y a toutes ces expériences vraiment uniques qui sont réalisées avec la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Et je suis sûr qu'il y en aura encore plus à venir. Maintenant, comment commencer? Maintenant, si vous voulez commencer à échanger des crypto-monnaies, si vous passez par une bourse traditionnelle qui est réglementée, vous aurez besoin de documents KYC. Donc, tant que vous ne voulez pas passer par un échange décentralisé et que vous souhaitez utiliser un échange traditionnel, vous aurez besoin de documents KYC. Donc, les mêmes documents KYC que pour votre compte d'investissement. Vous devez configurer l'authentification à 2 facteurs. Google Authenticator est le plus populaire. Cela aide simplement de sorte que si votre adresse email est un jour piratée, personne ne puisse accéder à vos comptes de crypto-monnaie. Donc, l'authentification à 2 facteurs est juste un niveau de sécurité supérieur pour vos comptes de crypto-monnaie. Configurer un portefeuille, c'est là où vous stockez votre crypto-monnaie. Donc, une fois que vous avez terminé de trader sur un échange, qu'il soit centralisé ou décentralisé, vous pouvez conserver et stocker votre crypto-monnaie dans un portefeuille. Il n'est pas conseillé de garder vos crypto-monnaies sur un échange au cas où l'échange serait piraté. Mais dans votre portefeuille, vous possédez les clés privées. Donc, c'est presque comme un compte bancaire. Pas seulement cela. Vous savez, vous possédez vos clés privées et vous pouvez transférer cette clé privée, vous savez, d'un portefeuille à un autre. C'est donc presque comme avoir un numéro de téléphone que vous pouvez transférer d'un réseau à un autre. Une fois que vous avez vos clés privées, votre crypto-monnaie vous appartient à vous seul et vous n'êtes lié à aucun portefeuille particulier. D'accord? Et puis, vous savez commencer à acheter, que ce soit du BTC ou autre, ou n'importe quelle plateforme. Rappelez-vous, au Nigeria, vous devez passer par un échange peer-to-peer comme Binance ou Remitano. Si vous êtes ailleurs dans le monde, Coinbase est le plus populaire en ce moment. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, restez dans la légalité et ne faites rien qui contrevienne aux règles de la CBN. Si vous avez l'opportunité d'ouvrir un compte de crypto-monnaie dans une juridiction déjà régulée et qui permet l'échange bancaire, alors, s'il vous plaît, par tous les moyens, faites-le. D'accord? Si vous voulez trader des crypto-monnaies, donc vous ne voulez pas seulement détenir, vous savez, acheter et garder dans votre portefeuille.
Vous voulez trader, vous voulez, vous savez, profiter des mouvements de prix, un peu comme, vous savez, les échanges boursiers. Alors, s'il vous plaît, rejoignez une plateforme de trading. Surveillez les tendances. Il existe différentes plateformes qui vous permettent de surveiller les prix, de surveiller, vous savez, les baisses de prix, les hausses de prix. Ainsi, vous savez quand acheter et vendre. Comparaison de Coinbase, Coinbase Gecko Crypto. Configurer des notifications. Donc, si vous n'êtes pas un trader quotidien typique, vous n'allez pas passer comme 5 heures par jour devant un ordinateur. Vous pouvez configurer une notification, l'application Blockfolio le fait très bien et c'est une application pour téléphone. Donc, lorsque le prix baisse, vous recevez une notification qui vous indiquera que c'est un bon moment pour acheter. Et puis, lorsque le prix augmente, elle vous enverra également une notification qui vous dit que c'est un bon moment pour vendre. Et ensuite, vous réalisez votre profit dans les marges entre les deux. Donc, vous pouvez configurer des notifications d'une application, suivre les actualités. Beaucoup de gens qui échangent des crypto-monnaies parce que c'est très spéculatif. Vous devez être connecté aux actualités pour savoir ce qui se passe avec les pièces ou les jetons que vous détenez. Vous pouvez obtenir, suivre une formation, rejoindre la communauté. J'ai fourni une liste de ressources pour ceux qui veulent apprendre le trading de crypto-monnaie. Alors, consultez la section des ressources. Mes coûts d'investissement. Et ensuite, rejoignez une communauté. Il y a plusieurs communautés sur Telegram, des communautés sur WhatsApp. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Ainsi, vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe au sein de la communauté des crypto-monnaies. Et puis, si vous allez trader régulièrement, soyez prêt à entrer et sortir rapidement. Les choses changent très rapidement dans la crypto-monnaie. Comme je l'ai dit, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire, vous devez être connecté. Maintenant, ce ne sont que des exemples de portefeuille. Voici à quoi ressemble l'interface de la blockchain. Vous pouvez voir qu'elle a un tableau de bord vous indique et votre solde vous dit ce qu'il vaut en fonction du prix d'aujourd'hui. Ceci est une plateforme de vente Binance. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous vous inscrivez d'abord. Puis, lorsque vous cliquez sur acheter, cela vous amène à l'échange pair à pair où vous pouvez effectuer une transaction directe avec quelqu'un d'autre qui veut acheter ou qui veut vendre. Et comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, c'est la seule façon d'acheter et de vendre des crypto-monnaies au Nigeria sans contrevenir à la CBN. Règle. Mais comme je l'ai dit, si vous avez alors la malchance d'acheter et de vendre avec un individu qui est déjà sur le radar de la CBN et qui est déjà connu comme un trader de crypto-monnaie, alors à ce moment-là, vous êtes seul. D'accord? Ceci est une interface pour un échange. Vous pouvez voir que c'est presque comme une interface de trading d'actions où vous pouvez enchérir. Vous pouvez faire un achat à limite. Vous pouvez faire un achat au marché. Donc, vous devez apprendre à trader. Si vous comptez un jour utiliser une interface d'échange. C'est ce dont je parlais avec l'idée de transaction, où une fois que vous effectuez une transaction et que vous cliquez sur les informations de l'ID, cela vous amène à cette interface où vous pouvez voir si cette transaction est confirmée ou non confirmée. Si vous voyez une transaction non confirmée, attendez un peu. Parfois, il faut quelques minutes pour que les transactions soient confirmées. Donc, si vous actualisez et revenez dans, disons, 15 minutes, beaucoup de transactions auront été effectuées à ce moment-là. Parce que lorsqu'il y a un énorme trafic sur le réseau, il faut plus de temps pour que les transactions soient confirmées et on paie généralement des frais de transaction plus élevés. Quand il y a un énorme le réseau traite un énorme volume. Alors, quels sont les frais? Quand vous achetez, vous payez des frais à la plateforme d'échange qui ne dépassent pas 0,5% de la valeur de la transaction, idem pour la vente. Ce n'est pas gratuit parce que, rappelez-vous, vous utilisez leur plateforme pour faciliter cette transaction d'achat et de vente. Donc, il y a généralement des frais associés. Et puis, lorsque vous transférez de la plateforme d'échange à votre portefeuille personnel ou de votre portefeuille à la plateforme d'échange, ce transfert est généralement effectué. Les frais de réseau et les frais sont variables en fonction du volume sur le réseau. Voilà donc l'introduction à la crypto-monnaie. Lisez les ressources et je vous souhaite bonne chance.